Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour accueillir Émilie Talon. Émilie qui est une habituée, je ne sais pas si vous êtes des habitués des éditions, mais vous devez connaître Émilie parce qu'elle a beaucoup œuvré chez nous, beaucoup travaillé comme correctrice déjà. Et puis aussi, elle m'a remplacée de temps en temps à la boutique, à l'époque où tu habitais à Chamonix. Oui, tout à fait. Hein? Et tu as fait un stage aussi dans tes études, il y a longtemps, tes longues études littéraires. Donc aujourd'hui, on accueille Émilie pour un livre qui s'appelle Vertige perçant, qui vient de sortir. Un livre magnifique où elle part sur les traces de son père. Et on verra au fur et à mesure qu'en partant sur les traces de son père en Iran, elle va aussi rencontrer d'autres personnages qui vont meubler le livre aussi et qui sont très intéressants. Tu veux dire un mot aussi pour présenter peut-être ton travail d'écriture? C'est pas ton premier livre, mais en tout cas c'est le premier chez nous. Tout à fait, tout à fait. Merci infiniment d'être là ce soir. Donc oui, Vertige perçant a quand même une place unique et gardera cette place unique dans mon parcours, quoi que j'écrive par la suite, puisque ce n'est pas mon premier livre, mais c'est le premier livre que j'ai voulu écrire en fait. Simplement la mise en œuvre de ce projet d'écriture était un petit peu lourde émotionnellement et logistiquement aussi, il faut le dire. Et donc c'est pas le premier qui est paru en réalité, mais c'est un livre qui est enfoui en moi depuis très longtemps. Donc j'avais ce projet de partir sur les traces de mon père que j'ai perdu à l'âge de 10 ans, donc c'était aussi une manière de me reconnecter avec ce qu'il avait été avant même que je naisse et puis ce qu'il avait été après ma naissance d'une certaine manière, par transparence. Mais je ne savais pas très bien comment m'y prendre, donc j'ai commencé par écrire d'autres livres. J'ai écrit un premier roman jeunesse qui s'appelle Tourterelle, qui est un roman adressé aux 9-13, qui est une fiction, rien à voir avec l'Iran, rien à voir avec la montagne, qui est publié aux éditions Orso, et là dans lequel j'inscris l'histoire dans un contexte hospitalier avec un personnage qui ressemble de très près à ma mère, même si les personnages sont toujours des métissages dans la fiction, contrairement à la non-fiction et le récit, mais... donc j'ai écrit ce premier livre qui est une histoire d'amitié et de liberté à l'hôpital, on va dire. Et puis ensuite j'en ai écrit un second qui s'appelle Iran, la paupière du jour, qui est sorti aux éditions Élitistes. Et qui là, il est peut-être plus pertinent de l'évoquer en effet en lien avec Vertige perçant, pour vous dire qu'en réalité j'ai deux liens avec l'Iran, deux portes d'entrée dans ce pays qui a une place particulière dans mon cœur. Puisque mon père a fait une expédition d'alpiniste en 1956, là-bas. Mais par ailleurs, la petite sœur de ma mère, dans les années 60, donc à une époque où ma mère ne connaissait pas du tout mon père, donc la petite sœur de ma mère a rencontré un jeune Iranien qui faisait des études de cinéma à la Sorbonne à Paris. Ils sont tombés amoureux et ensuite ils sont partis ensemble en Iran, dans les années 60, comme je disais, où ils ont fondé une famille. Et nous avons notamment eu une fille qui est une cousine dont je suis extrêmement proche, sachant que ma famille en France est plutôt petite. Donc je suis allée en Iran régulièrement, eux viennent régulièrement, et j'ai surtout nourri une correspondance intense avec cette cousine dont je viens de vous parler, qui en fait a un peu pris le relais de mon père que j'ai perdu en fait quand j'avais 10 ans, comme je vous disais. Et donc à ce moment-là, elle a été très présente pour me soutenir. Donc j'ai ce lien-là avec l'Iran, qui est un lien à la fois familial et fantasmagorique, parce que j'ai projeté beaucoup de choses, bien sûr, notamment quand j'étais adolescente, et qui a un lien expliqué dans Iran, la paupière du jour. Et puis aujourd'hui, Vertige perçant, pour poursuivre le voyage autrement. J'étais une adulte de 38 ans qui pensait à son père, auquel la liait, une relation fusionnelle, prête à descendre vers son passé, à se laisser glisser le long du lien. Car qui me dit père, me dit enfance. L'histoire y prend sa source. C'est là que la pente se fracture et que l'avalanche commence à couler. Ma mémoire me mène d'abord dans le petit creux. Tout part du corps de mon père. Ma joue en épouse parfaitement la forme. Il se dessine entre ses muscles pectoraux et son épaule. C'est un nid, un havre d'où j'écoute les 1001 histoires dont il me gâte. Nous sommes allongés dans l'herbe sous le ciel intense de l'Oisan. Un ruisseau qui traverse le replat du Carlet teinte tout près de nous. Le bruit de l'eau se mêle au conte de mon père. Il s'allonge toujours sur le dos, prenant comme oreiller soit son vieux sac, soit un caillou. Il ouvre son bras et je viens me loger dans le fameux petit creux. Il scrute le ciel de l'Oisan. Il sent sa fille aux anges contre lui et il fait pleuvoir des histoires dans l'air bleu qui nous entoure.
Son imagination s'étend comme ce ciel sans limite. Les histoires ne cessent jamais, nous vivons avec elles, elles n'ont ni début, ni fin clairement établi. S'y bousculent des hermines, la noble girouette, moitié de poulet, des canards de Walt Disney, des cimes et partout qui me fascinent, des fils d'Arial qui permettent d'évoluer à travers les labyrinthes dissimulés par les glaciers. Des cristaux brillent dans la vitrine de Bourdoisan et à tous les coins de nos fables. Pour raconter mon père ne prend jamais de livre. Il est le livre, l'album, le grimoire. Son bras s'ouvre comme une page moelleuse, sa voix s'élève douce, c'est celle d'un homme qui a la cinquantaine, une grave maladie et une petite fille folle de lui. Merci Lorraine pour cette lecture. Peut-être que je peux rebondir un petit peu sur ce que tu viens de lire. Oui. Moi, que tu as une question plus précise. Non, tu rebondis. C'est le but. Tout à fait. Alors peut-être pour revenir un petit peu, pour donner un peu le contexte de cette enfance et de ce lien très atypique en fait que j'avais avec mon père, qui était un père dont l'activité principale était de s'occuper de moi. Donc j'ai parlé d'une maladie là dans l'extrait que tu as lu. Donc moi je suis née en 1982, mon père avait à cette époque-là 53 ans. Et puis 4 ans plus tard, il est tombé gravement malade. Il ne s'est pas laissé abattre par la maladie. J'ai tout de même eu une enfance merveilleuse avec lui, alors entrecoupée de séjours à l'hôpital, mais dès qu'il revenait, il était pleinement présent. Mais ça a fait qu'il a arrêté de travailler. Alors, ma mère, elle, était infirmière qui est un dur métier, comme on sait, et elle travaillait durement, et elle voyait, elle n'avait pas vraiment de problème avec l'idée que mon père et moi, nous ayons cette relation extrêmement fusionnelle. Donc l'été, par exemple, on montait à la Bérarde, c'est dans l'Oisans, voilà, on passait 2 mois là-haut, et elle, quand elle avait des congés, elle nous rejoignait, vous voyez, ça se passait comme ça, et l'hiver, c'était à Chamonix. Donc j'ai eu cette relation très intense avec lui. Ce qui est peut-être intéressant de relever aussi dans l'extrait, là, c'est l'imagination débordante, voilà, qu'avait mon père. C'était un conteur. C'était un père fabuleux et c'était un adulte affabulateur aussi. Ça, tu le sauras après. On en parlera après peut-être. Mais en tout cas, il m'a transmis, c'est une certitude, le goût de raconter les histoires. En ce qui le concerne, c'était des histoires orales. Et moi, disons que je prends la plume et j'écris. Voilà. Peut-être juste un mot sur les fils d'Ariane. Donc le fil d'Ariane qui est un motif récurrent. Donc l'idée, c'est vraiment de remonter le fil dans le livre à une source. À sa rencontre. Voilà. Zoré se redresse, elle me sourit. Miel, tu es prête à descendre ? Les nœuds orange au bout de ses tresses ont recommencé à tressauter. Nous visons le glacier. Je me lève, je franchis le mètre qui nous sépare. Je me remets en marche derrière Zoré. Dans les pas de Zoré, je marche sur les traces de mon père. Je ne me ferai pas seulement un chemin dans la montagne, je descends et je remonte le long d'un fil ténu. Je dévale derrière Zoré et je le cherche, lui, mon père. Il est venu par ici, tandis qu'il descendait du trône, il y a 70 ans. La neige couvrait tous ses versants, c'était en 1956, il avait 27 ans, il brassait la neige. Plus tard, je suis née en 1982 et il est mort en 1992. Il s'appelait Émile, on l'appelait Milou, je m'appelle Émilie, il m'a appelée Émilie. Cela fait 30 ans qu'il n'est plus de ce monde et je marche sur ses traces, sur les pas de Zoré. J'ai fouillé ses papiers, ses pitons, j'ai interrogé ses témoins, sa jeunesse, je questionne mes souvenirs, mon enfance, je le cherche sur la montagne et dans ma mémoire. Ces versants dans lesquels Zoré et moi déboulons à nouveau, la main bandée, le corps serré, il y a 70 ans, la neige les couvrait donc comme une chape royale. Les talons des coflaques d'Émile se plantaient dans la pente blanche. Alors qu'aujourd'hui, sous les semelles d'Émilie, le socle du trône s'effrite. Les petites pierres roulent sous les grandes en crissant et les grandes glissent sur les petites comme des radeaux avec fracas. Dans les pas de Zoré, je marche sur les traces de mon père. Soudain, sous moi, la montagne s'effondre. Donc là, tu es partie. Voilà, je suis partie. Et en Iran. Alors, je suis partie en Iran grâce à un homme formidable, un grand ami qui s'appelle Ali Reza Mohana, qui est dans la salle, que je remercie infiniment, Khayli Mamnoun Ali, qui a vraiment fait le pont entre... Enfin, c'était lui le petit chaînon manquant qui manquait à mon projet, de façon à ce que je puisse me rendre en Iran, qui m'a fait inviter par la Fédération de la montagne iranienne, qui m'a accueilli et qui m'a mis en lien avec une fille formidable qui s'appelle Zoré. Donc c'est la rencontre du livre aussi. Tout à fait. Vous savez, c'est le principe de la sérendipité, c'est-à-dire qu'on part chercher quelque chose et on trouve autre chose. Donc Christophe Colomb, lui, il est parti chercher l'Inde, il a trouvé l'Amérique. Moi, je suis partie chercher mon père et j'ai trouvé Zoré. Donc... Zoré qui donc est guide. Zoré qui est guide,
guide, tout à fait, et qui va même avoir une reconnaissance internationale de ses compétences de guide une fois qu'elle aura achevé son cours dispensé par l'UIAGM, Union internationale des associations de guides de montagne, auquel elle est en train de participer. J'ai eu aujourd'hui des nouvelles d'elle via WhatsApp, ce qui est un petit peu compliqué pourtant, pour avoir des nouvelles de l'Iran en ce moment, c'est pas évident. Et elle est en ce moment, aujourd'hui même, elle était en train de faire du ski de rando dans les monts Zagros, à l'ouest de l'Iran. Donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous le dire ce soir, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, hein, la vie d'une alpiniste iranienne, et donc parfois elle se retire un petit peu parce qu'elle se sent pas très bien, elle se retire un peu de la communauté montagnarde et des réseaux sociaux, etc. Et puis après elle revient. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai eu ce message. Donc Zoré Ofori, cette fille magnifique qui se trouve là au trône de Salomon, puisque le trône dont il était question dans l'extrait, c'est le nom d'une montagne. Hein, c'est le trône de Salomon, Tarti Soleiman en persan. Ça se trouve dans l'Alamkou, qui est en fait un massif de montagnes. Merci, pas de problème. C'est peut-être Zoré. Vous pouvez décrocher si c'est elle. Hein. Pas de problème. T'inquiète, je vais continuer. Voilà, donc le trône du Salomon, Tarti Soleiman, dans l'Alamkou, est une montagne en Iran. Ce qui me reste physiquement de mon père se concentre ici. Je sais déjà qu'en 1956, il a fait cette expédition en Iran. J'ai vu son film, Vertige persan, sans vraiment saisir ce qui s'y jouait. Ce film était fixé sur une bobine qui a tourné quelquefois, pas beaucoup, dans mon dos d'enfant, avec un petit bruit, tandis que s'étalait au mur de muettes images, des scènes décousues sur une pellicule abîmée, découpée et recollée par la très approximative couture de mon père, des bonhommes inconnus, un paysage montagneux en noir et blanc dans lequel on n'en finissait pas de s'enfoncer. Tout cela me paraissait incroyablement lointain, inaccessible, lassant. Je préférais largement l'histoire contée moitié de poulet. Je n'avais pas encore compris qu'un fil d'Ariane passait à travers le chat du vertige persan. C'est bien de l'éteindre. Vous savez l'éteindre ? 1 an avant sa mort, mon père a enregistré cette bobine Super 8 sur une cassette VHS. Il a ajouté une musique et une très brève introduction. À travers ce changement de support, il mettait son aventure à jour et il la tenait à la page. Mais était-ce seulement par souci de modernité ou parce qu'il anticipait son grand départ et notre incommensurable solitude ? Il avait une fille de 9 ans qu'il baladait de Loisan à Saint-Sorlin-d'Arve et les montagnes vibraient de ses contes et de leurs riches rires parfois. Il s'assurait que la porte de Vertige persan reste ouverte pour l'avenir. Si d'aventure nous avions envie de le revoir, il nous laissait de lui l'image d'un jeune homme beau et sans doute insolent. Donc Vertige persan, déjà le titre est super beau. Merci. Toi tu l'as rajouté au pluriel. Oui, tout à fait. Donc Vertige persan au départ c'est un film au Super 8 en fait. Aujourd'hui ce sont des bribes de films muets, noir et blanc, en noir et blanc, tout à fait abîmé parce que ce film a été beaucoup projeté. C'est pourquoi par exemple là ça n'avait pas vraiment de sens de vous le montrer. Vous voyez, c'est vraiment des bribes. C'est un matériau qui moi m'a permis d'écrire le livre. Je vais l'éteindre moi si vous voulez. Mettez sur le mode avion ou... Oui, c'est pas possible. Prenez votre temps pour le faire, madame. Ouais. Vous avez le temps, faites-le sereinement et ce sera bien quand ce sera fait. Alors, Vertige persan, donc c'était ce film qu'ils ont, puisque quand ils sont partis en 56, ils ont emmené une petite caméra, puisque mon père et également un autre membre de l'expédition qui s'appelle Gérard Mounier avaient déjà fait un petit film ensemble qui s'appelait Calcaire et Granit, du cinéma complètement amateur, hein, on est d'accord. Et donc ils ont filmé pendant l'expédition un petit peu, et après mon père a fait le montage, enfin il a fait plusieurs fois des montages d'ailleurs, je pense, et il a mis une longue musique dessus. Et ce film enfant, comme je le dis dans l'extrait, j'en avais eu un petit peu, enfin je l'avais vu mais sans vraiment faire attention, et quand j'ai voulu aller à sa recherche, il m'est revenu et je me suis penchée dessus et j'ai repris le titre parce que j'ai ajouté mes propres vertiges aux siens. Voilà, alors je pense toujours à, quand je dis vertige, moi je pense au Vertige de l'amour de Bachung, hein, inexorablement c'est ça qui m'arrive. Et donc voilà, c'est une histoire vertigineuse. Bon, alors on va continuer. Je prends seul l'avion pour l'Orient, mais avec la certitude de trouver 2 personnages à l'arrivée. Ali, l'ami prodigieux tombé du ciel dans ma vie chamonniarde et maître de cérémonie, c'est-à-dire de ses retrouvailles d'éther avec mon père, et Zoré, qui sera ma guide dans la haute montagne iranienne. Zoré, femme fleur que ses photographies montrent tombant comme un pétale au-dessus de la terre sèche,
ou entourée de la corolle d'un parachute grenat. Zoré qui signifie Vénus en persan. Zoré dont les images sur les réseaux sociaux sont accompagnées de messages d'espoir bon enfant. Crois à tes rêves. Le dernier de ces mots revient souvent dans sa bouche. J'y entends d'abord l'injonction à l'épanouissement récurrente sous mes propres latitudes, indigeste. Ici, il est pourtant clamé avec tant de force qu'il dépasse ce déplaisant refrain. Et puis je tends l'oreille encore et le mot devient un seuil que je passe pour pénétrer dans le champ ouvert de l'écriture. Ce réel grand ouvert aux incursions de la mémoire, au pont inconnu du présent, au passé et de soi à l'autre. Je suis partie, nous sommes le 29 juillet 2021. Ils ont quitté Saint-Étienne, ils ont rallié la Méditerranée, ils embarquent le 21 juin 1956. Je les reprends inlassables dans un ordre, un autre, dans le désordre, je les discerne puis les fais miens. Le 21 juin 1956, ils s'accoudent au bastingage du paquebot de leurs rêves, la Marseillaise, tous les 6. André, l'homme dont la poigne serre comme une mâchoire de loup, qui regarde la mer auprès de Michel, son acolyte aux mains brûlées, mais également Gérard Mounier, le bijoutier, et Jean Berne, le beau-frère, le bel Almos, et insaisissable séducteur, et Milou, mon père, mon personnage. Ils naviguent dans les cales du navire, leurs 500 kilos de matériel. Ils vont jusqu'à Athènes, puis Alexandrie, dont les quais se trouvent surveillés par des policiers d'opérette. Beyrouth, enfin. Là, ils prennent le bus, traversent l'étendue aride, la Syrie, 800 km d'un désert de rocailles calcinées. Sur la pellicule du Super 8 s'imprime une image au filtre rougeâtre. À travers lui, on voit le groupe arrêté sur fond de sable martien. Milou porte une marinière. La mèche peignée, l'habit rappelle un bellâtre de Jean-Paul Gaultier. Plus loin, à Bagdad, on leur interdit de filmer, on les menace. Alors de nuit, ils montent sur un toit et de leur corps font paravent de part et d'autre de la caméra pour saisir l'image féerique d'un palais, d'hommes ou de dieux dont les tuiles brillent comme de l'or. Le mausolée Al-Qadimia, tombeau du 7e et 9e imam des chiites. Les yeux de la sagesse les transpercent. De longues ouvertures illuminées, aux 3/4 d'une tour, un regard que soutient longuement Gérard à travers la focale. Son film est encore muet. Il regarde en silence. La traversée se poursuit au minéral rouge, succède le vert des vallées cultivées jusqu'à Téhéran, qu'ils atteignent le 3 juillet, au 14e jour de leur été. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait quand même des avions, hein, mais c'était une bande, toute cette bande d'amis de Saint-Étienne, c'était entre guillemets des prolos quand même. C'était pas l'équipée sauvage sponsorisée par... Tout à fait, c'est ça. Par la FFME, quoi. Exactement, rien à voir. Alors, ils s'étaient rencontrés à travers le CAF de Saint-Étienne, le Club alpin français de Saint-Étienne. Cependant, ce n'était pas du tout une expédition nationale. Donc, ces petits ouvriers de Saint-Étienne, en effet, mon père, à un moment, il travaillait à Manu France, par exemple, à Saint-Étienne, enfin, voilà, et d'autres, c'était comme ça. Ils ont un peu mis toutes leurs économies dans cette expédition. Il y a quelque chose qui est intéressant de préciser, c'est que ces années 50, c'est un moment où l'alpinisme se démocratise un petit peu. En tout cas, en termes de classe populaire. Vous voyez, il n'y a pas encore trop de femmes. En revanche, ça se démocratise dans la sphère masculine à toutes les échelles sociales. Puisque c'est aussi un petit peu l'époque où l'escalade artificielle prend plus d'importance. Et pour exceller en escalade artificielle, ce qui est bien, c'est de savoir bricoler en fait. Vous voyez ? Donc c'est là que des prolos qui ont un peu les mains dans le cambouis et qui savent bidouiller leur matériel, voilà, c'est ça, vont pouvoir intervenir. D'ailleurs, il y a un très beau film de Jean Afanassiev qui s'appelle Une cordée de voyous, qui parle de Parago et Berardini. C'est aussi cette époque-là, vous voyez, où donc l'alpinisme qui avant était une affaire de gentlemen, et c'était... tous les bourgeois étaient au club alpin de leur ville, en fait, d'une certaine manière. Là, ça devient plus l'affaire de tout le monde. Et donc, il y a des mordus comme ça qui, dès qu'ils ont fini leur travail à l'usine, foncent. Alors, à Saint-Étienne, c'est vers Rochecorbière, ce qui est la montagne de Saint-Étienne, qui est donc une falaise sur laquelle ils s'entraînent. Hein. Ce n'est pas des voies très longues, mais il y a des pas de blocs très difficiles, etc. Et donc, ils vont jusqu'à ces petits ouvriers stéphanois qui font sans arrêt des allers-retours dans les Alpes aussi, bien entendu. Hein. Et donc, ils vont jusqu'à imaginer une expédition en Iran. Je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais qui leur a été soufflé par l'article de 1954 dans la revue du CAF. Oui, tu peux le dire, je voulais le lire, mais tu peux le dire. Et puis d'ailleurs, on peut dire aussi ce que tu as trouvé. Parce que je vais mettre la photo là. Tu as trouvé quelque chose dans ces affaires. Alors voilà, j'ai trouvé, entre autres choses, une carte qui est complètement fausse. Donc ne la prenez pas en photo pour vous rendre en Iran, c'est faux. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ça rend compte de toute une époque et ça rend compte surtout du fait que
la matière sur laquelle ils ont bâti leur expédition, c'est du rêve. Vous voyez ? C'est pas des choses très précises. Donc, elle a sans doute été tracée, cette aquarelle, je ne sais pas, non, c'était pas une aquarelle, cette peinture, pardon, par un certain Camerani, qui était dessinateur industriel et qui avait fait partie des prétendants à l'expédition, puisque aussi j'ai retrouvé des lettres où il y avait différents alpinistes qui candidataient, en fait, pour faire partie de l'expédition. Et il y avait ce Camerani, dessinateur industriel, qui pourrait être l'auteur de cette carte. Donc, en fait, il faut inverser sud et nord, c'est dans l'autre sens. Les altitudes sont complètement fausses, mais c'est assez beau, non ? Ça ne vous donne pas envie d'y aller ? Et cette peinture, je l'ai trouvée dans une liasse de papier qui a aussi fait partie des éléments déclencheurs de tout ce périple, puisqu'en fait, j'avais peut-être 36 ans quand c'est arrivé, ma demi-sœur, qui a 22 ans de plus que moi, et qui est donc la fille que mon père a eue avec l'épouse qu'il avait à l'époque où il a fait cette expédition, voilà, donc ma demi-sœur, qui s'appelle Brigitte, a déménagé sa maman de son appartement, elle a récupéré des tas de choses, et entre autres, une énorme liasse où il y avait des tas de documents concernant Vertige Persan, l'expédition des Stéphanois au Caucase Sud en 1956, de près ou de loin. Et donc, ma demi-sœur s'est retrouvée avec ça. Il y en avait notamment ce cahier, voilà, qui est un cahier dans lequel Jean Berne a tracé des mots en persan, etc. Donc, elle s'est retrouvée avec cette liasse et elle me l'a donnée. Alors moi, je me suis retrouvée avec ce cadeau, vous voyez, j'ai ouvert et là, j'ai trouvé différentes choses, dont cette carte, et donc ça fait partie de tout le processus et des éléments auxquels je suis revenue pour écrire, puisqu'il s'agit à la fois d'un travail de mémoire et de documentation et de recréation, en fait. Donc, en fait, tu pars donc sur ces traces, tu te dis, les montagnes qu'il a connues, qu'il a gravies avec toute son équipe, je vais les gravir. Voilà. C'est ça un peu le principe quand tu pars. C'est tout à fait le principe, avec une certaine modestie tout de même, puisque moi je suis initiée à l'alpinisme, mais je n'ai évidemment pas le niveau que eux avaient. Je me suis un peu entraînée. Je tiens à préciser que la seule et unique raison pour laquelle j'ai pu aller au bout et au sommet, c'est grâce à Zoé Euphorie, qui m'a vraiment, alors peut-être pas portée, mais si symboliquement elle m'a portée au sommet. Donc je me dis, je vais en effet repartir. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais du coup, il y a 2 temps dans cette expédition. Tu peux expliquer. Ils vont d'abord aller dans l'Alamkou, donc qui est un massif très intéressant en Iran, mais qui n'est pas le point culminant, donc qui est moins arpenté évidemment, il y a une grande muraille très sauvage, dans laquelle en 1966, 10 ans après, une expédition française menée par André Parra, le compagnon de cordée de mon père, va ouvrir la voie royale, qui est la voie des Français. Mais là, on est donc 10 ans auparavant. Ils partent dans cet Alamkou qui est encore très peu arpenté. Ils ont une immense marche d'approche à faire. Et ils font donc une traversée sur les dents de dragon qui aboutit au trône de Salomon, Tarti Soleiman. Ensuite, ils redescendent et ils vont du côté d'Aftran. Donc, c'est un autre sommet. Ils font donc ces 2 premières. Ce n'est pas des premières comparables à la Napurna ou à des choses comme ça. On est bien d'accord, hein, c'est à leur échelle. Mais ces 2 premières, et pour eux, c'est assez incroyable. Hein. Donc, voilà. Ils rentrent à Téhéran. Là, en fait, ils bénéficient des faveurs du Shah, donc le roi d'Iran, qui avait très à cœur d'encourager l'alpinisme dans son pays, qu'il voulait moderniser, entre autres, par ce biais. Et donc, ces faveurs vont s'exprimer de diverses manières, mais entre autres, il va leur prêter un petit avion de Haviland, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et ils vont partir survoler le Damavand, qui est donc le point culminant de l'Iran, qui culmine à 5610 mètres, qui est un volcan semi-actif, pour essayer d'imaginer un itinéraire qui serait intéressant pour eux. Et ils le trouvent au nord-est, cet itinéraire, donc après ils redescendent à Téhéran, à nouveau les mulets, à nouveau ils avancent, etc. Et ensuite, ils vont se diviser en 2 groupes. Est-ce que je relate cette ascension du trône ? Peut-être pas encore, mais en tout cas, ils vont ensuite comme tu veux, parce qu'en fait, après, on va pas tout vous raconter non plus. Hein, c'est aussi dans le livre, parce que si on vous dit tout, vous n'aurez plus rien à lire. Mais les ascensions sont passionnantes. Toi, tu les réalises aussi, mais à ton niveau. C'est ça que j'ai pas. Excusez-moi, il faudrait peut-être que je complète un peu. Je me suis perdue en chemin. Pardon. Ouais. Hein. Je me suis perdue plusieurs fois en chemin. En fait. Mais c'est un long chemin. Hein. Voilà. Mais donc moi, dans l'Alamkou, je n'ai pas fait la traversée des dents de dragon et du trône de Salomon. Je suis simplement montée au trône de Salomon, ce qui est déjà pas mal, je vous garantis. Ensuite, je suis redescendue et au Damavand, je ne suis pas passée par la voie très exposée qu'ils avaient faite, qui n'est plus du tout pratiquée aujourd'hui. En plus, à leur époque, c'était de la neige, maintenant c'est de la glace, donc ça a changé. Mais je suis passée par la voie normale, qui est une toute autre aventure sociologiquement parlant, puisque autant dans l'Alamkou, on est complètement tout seul, autant au Damavand,
Ben voilà, voie normale d'un point culminant, vous imaginez, il y a plein de monde, mais c'était très intéressant parce que c'est plein de monde, c'est plein d'Iraniens en fait, et oui, voilà, et c'est assez élevé. Et puis on est arrivé au sommet, on a fait le tour du cratère rempli de neige, et on est allé à l'aplomb de là où ils étaient arrivés. C'est quand même plus de 5000, c'est ça? C'est 5610. 5610, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Voilà, pour mon petit cœur, c'était... Oui. Mais on va s'intéresser plus maintenant à Zoré, parce que sans elle, tu ne serais pas montée. Ah, oui, tout à fait. Ni descendu. Ni descendu. Dans chaque ville de l'Iran, le soleil se lève et se couche derrière des montagnes, dit le proverbe. Le massif de l'Alborz ceint aussi le nord de Téhéran et sa banlieue Karaj, où Zoré a grandi. Mais enfant, elle discerne à peine ses cimes à l'horizon, elle se concentre sur un objet plus raide, un mur. C'est ça le paysage. Et il lui donne des envies de dévoration. Ses 3 frères escaladent ce mur pour aller sur le toit. Sur les toits iraniens plats, on tend parfois des fils à linge. Certains en font même des espaces de vie où prendre le frais le soir. Ses frères sont plus grands et ils ont le droit. Naturellement, la petite dernière veut tout faire comme eux. On le lui interdit, on lui dit de se calmer, d'être une fille. Comme son rêve la porte là-haut et qu'il ne la laisse pas les rejoindre, elle s'entraîne seule. Son père travaille dans la ferme, à l'extérieur. Sa famille ne le retrouve que le jeudi et le vendredi, le week-end iranien. Ses frères, en bons garçons, vaquent à leurs occupations, d'autant qu'ils sont ses aînés de 12, 9 et 2 ans. La cuisine aimante sa mère. Zoré peut donc s'abonner à son entraînement en toute discrétion. Elle affronte le mur. Il faut d'abord atteindre la fenêtre. Elle ne connaît pas la peur. C'était excitant de trouver une manière de faire, d'utiliser le rebord, de tracer une ligne jusqu'au toit. Tu as réussi? Oui. Ses frères ne se montrent pas toujours aussi durs qu'avec cette histoire de mur exclusif, notamment quand il s'agit de jouer au foot. Ils étaient 3. Ils avaient besoin d'un 4e joueur, rit-elle. Je souris à son rire. Je note son histoire et je note aussi, sans qu'elle le sache, combien son féminisme en action est capable de remplacer le désespoir par la dérision, me paraît percutant. Qu'est-ce que tu peux dire sur elle? Donc en fait, elle commence déjà à vouloir s'émanciper, ce mur, donc elle a envie de l'escalader. Tout à fait. Alors elle vient d'une famille très traditionnelle, Zoré, tout à fait différente. Moi j'ai de la famille iranienne, comme vous avez compris, donc là c'est un autre modèle familial. Et elle est la petite dernière d'une... Alors ça c'est ma famille à moi en l'occurrence. C'est ta famille ça? On va l'enlever alors. Zoré. Mais donc Zoré, elle vient d'une famille très traditionnelle et elle est la dernière d'une fratrie où il y a une sœur aînée, mais vraiment beaucoup plus âgée, donc elle est déjà mariée quand elle est petite en réalité. Et ensuite il y a 3 frères et elle est la petite dernière. Voilà. Et toute son enfance et toute son adolescence, elle bouillonne parce qu'elle a beaucoup d'énergie à dépenser physiquement et en réalité physiquement on ne la laisse pas se dépenser. Elle va aller dans une école très traditionnelle, elle va devoir porter le tchador, ce qui n'est pas une obligation en Iran, c'est le voile qui est obligatoire. Le tchador c'est encore un autre niveau, voilà. Donc elle est obligée de porter le tchador jusqu'au moment où en fait elle va se prendre d'amour pour la montagne et cet amour va lui venir en fait d'un téléfilm assez mauvais qu'elle voit à la télé et qui est Vertical Limit. Et voyant ce film-là, elle va commencer à chercher, puisqu'il y a quand même beaucoup de montagnes autour, une manière d'y aller. Elle va trouver un petit club d'escalade et là elle va exploser en fait, si vous voulez. Donc elle va apprendre l'escalade, elle va apprendre le ski de rando avec des tutos de YouTube, elle va apprendre l'alpinisme, elle va aller au Pakistan faire de très hautes montagnes, et puis elle va s'inscrire dans cette formation UIAGM. Tout ça ne se fait pas dans la douceur, vous aurez bien compris, ses frères sont contre, elle se bat pour quand même... le faire et puis elle finit par convaincre sa mère et je crois que c'était ça, enfin quand elle en parle c'est son plus beau succès, c'est sa mère qui était tellement justement traditionnelle, voilà, le fait d'avoir réussi à la convaincre, elle en est très fière et quand je lui demande et alors qu'est-ce qui a fait qu'elle a été convaincue, elle me répond love, voilà, donc c'est l'amour. C'est beau. Elle a quel âge? 35 ans. 35 ans. Et si tu veux, je peux lire ce qu'elle devient. Parce qu'en fait, les gens... Toi, c'était en 2021, donc c'est déjà il y a 2 ans. Tout à fait. Vachement vieux. Mais depuis, c'est passé beaucoup de choses. Ouais, et encore depuis. Et encore depuis. Mais je vais lire pour vous donner la suite. Septembre 2021, Zoré m'écrit. Elle a achevé sa saison d'alpinisme avec un gros groupe de Russes mus par le challenge des Volcanic Seven Summits, qui consiste à gravir les volcans culminants de chacun des 7 continents. Elle n'a eu l'impression ni de guider ni de partager. Elle a fait la cuisine, répondu à des caprices.
Elle recommence maintenant à sauter dans le ciel d'Iran. Elle n'a pas encore fait imprimer Girls Power sur son t-shirt à côté du drapeau iranien. Mais les gestes parlent d'eux-mêmes. Elle saute avec sa voile très soigneusement pliée dans son dos. Un instant, elle fait corps avec l'air libre. Elle déploie sa voile, puis se pose. Rêve déjà de s'arracher à nouveau à la terre. Elle me manque, je lui manque. Nous rêvons de partir skier sur le paradis des pentes qui font face au versant sud du Damavand. Si douce qu'aucun challenger ne viendrait y interrompre notre fugue. Nous savons que cela ne pourra pas arriver cet hiver. C'est une descente à ski qui appartient au monde du futur et du songe, le refuge de l'espoir. Printemps 2022. Zoré a suspendu ses échanges avec la communauté montagnarde et moi-même, ainsi que sa formation alpine. Chacun peut éprouver le besoin de se terrer dans le silence avant de rejaillir. Septembre 2022. Une autre jeune femme, Masha Amini, meurt après avoir été arrêtée pour port de vêtements inappropriés par les gardiens de la Révolution. Les chevelures se dévoilent, les foulards et les cœurs flambent dans tout l'Iran. Où est Zoré ? Je rêve de la retrouver au sommet du trône de Salomon. Nous basculerions ensemble du côté d'Afghan, d'après Norik, le plus beau sommet de la région. Nous passerions la brèche où nous pourrions alors choisir notre voie. Nous nous élèverions par l'arête tout en gendarmes de granit. Nous leur marcherions dessus. Ou alors, au mépris des traces d'ours, nous attaquerions l'éperon sur le rocher glacé. Zoré franchirait le ressaut et moi aussi. Au sommet, je lui proposerais de redonner à ce sommet un prénom de femme, iranienne et immortelle. Azadeh, liberté. Qu'est-ce que tu sais de plus, là ? Alors, je l'ai un petit peu évoqué avant, en fait, Zoré, parfois, elle se retire de la montagne et des réseaux sociaux, elle peut interrompre sa formation, comme on l'a vu, et puis ensuite, elle peut revenir, et là, elle est revenue, donc, puisque j'ai eu des nouvelles aujourd'hui, comme je vous le disais, bon, on a eu des nouvelles entre-temps, bien entendu, donc elle reprend sa formation, et on espère de tout cœur que bientôt, elle pourra guider, et peut-être vous guider, dans une ex-république islamique, voilà. C'est pas tout près d'arriver, hein, mais et ce n'est pas le moment d'aller en Iran en ce moment, bien entendu. Mais à nouveau, ce sera un jour le moment, et c'est un pays de montagnes fabuleuses, et pas seulement de montagnes d'ailleurs, où j'espère elle pourra vous guider à votre tour. Voilà ce que je pourrais dire. Super. Il y a eu la période Ratami qui était quand même un peu plus ouverte. Alors oui, si ça je peux vous en parler puisque c'est le sujet de mon premier livre, de mon précédent livre là, pas le premier. Tu l'as eu cherché. Bon, il est juste là. Il est juste là. Oui, je peux le montrer. Iran, la paupière du jour. Enfin, le sujet, c'est en tout cas dans cet Iran de Ratami que se déroule ce livre. Peut-être juste pour qu'on soit tous raccords au niveau de l'histoire. Hein. Donc, il y a longtemps eu une monarchie en Iran. En 1978-79, il y a une révolution qui a renversé cette monarchie, une révolution qui était menée par des progressistes démocrates qui se sont fait voler la révolution par des religieux et qui se sont adjoints à la révolution seulement à la fin d'ailleurs, mais au départ c'est une révolution démocratique. S'en est suivi une guerre qui a renforcé le conservatisme de la révolution. Puis, en tout cas, moi je le vois à travers le prisme de ma famille, je suis vraiment à la distance de la cousine, hein. Je n'ai jamais vécu en Iran, je ne parle pas de personne. La guerre Iran-Irak. Oui, j'ai dit quoi ? Je me suis trompée ? Non, vous ne l'avez pas dit. Tu l'as éludé. Ah pardon. Ah oui, c'est la guerre Iran-Irak, pardon, je m'excuse. Donc c'est la guerre Iran-Irak, qui était une guerre qui n'a servi à rien d'autre qu'à faire des morts, et à renforcer donc le régime islamique. Et donc suite à cette guerre, la société civile a un peu évolué, et puis, enfin a beaucoup évolué même, et puis après on a eu des alternances de présidents conservateurs, voire ultra-conservateurs, et réformateurs. Et donc, à la période que vous évoquez, la période de Ratami, c'était une période plutôt d'espoir. Donc, moi, j'avais 20 ans à ce moment-là. J'étais en Iran avec ma cousine qui s'apprêtait à se marier. Donc, on était vraiment pleine d'espoir à différents niveaux pour nos futurs mariages et princes charmants s'apprêtant à se présenter et pour le pays qui allait peut-être pouvoir s'ouvrir. Bien entendu, s'en est suivi l'élection d'Ahmadinejad, d'un président ultra-conservateur. Puis, il y a à nouveau eu des allers-retours, il y a eu un modéré, Rouhani, et maintenant il y a à nouveau un ultra-conservateur, Raisi. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que il semblerait, moi, à partir de toutes les analyses que je suis, que ce régime ne soit pas réformable. Et là, il y a vraiment eu un changement de paradigme. Si on observe la révolte actuelle, donc suite à la mort de Mahsa Amini, il y a cette révolte. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est la fin du régime. Alors qu'avant, ce qui était demandé, c'était une réforme du régime. Donc aujourd'hui, on est carrément passé à autre chose. Puisse cela arriver sans trop de morts.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un changement de génération, parce qu'il Complètement. y avait la génération d'avant qui a connu la révolution, qui a connu la répression, qui a connu tout ça. Et puis après, il y a eu la génération des jeunes qui sont venus après. Et là, il y a encore une nouvelle génération. Et Oui. ceux-là, Bah, voilà. c'est mes petits cousins, tout à fait. Voilà. Alors après, nous avons un Iranien dans la salle, hein, donc si, bien sûr, je pense que... Deux même. aucun- Deux même. Deux, tout à fait, mais vous n'hésitez pas à vous exprimer. Mais Alors, pour- moi, je m'exprime parce que j'ai vécu en Iran et que j'y suis allée À cette en période 93, la D'accord. première fois pour 2-3 ans, que j'ai fait pas mal d'allers-retours parce que mon mari à l'époque travaillait comme conseiller entre l'aviation civile française et l'aviation civile iranienne, D'accord. et que je suis retournée dans les années 2000 jusqu'en 2005 à peu près en faisant des allers-retours. Voilà, c'est pour ça que j'ai suivi quand même D'accord. beaucoup Je comprends. voilà, l'évolution. Ben, merci. Bah, Intéressant. je sais rien. Hein, En tout cas, c'est une bonne chose que vous souligniez le fait qu'il y a eu voilà, il y a eu des périodes différentes. Ouais, et que c'est effectivement pour les femmes vraiment très difficile de sortir du cadre. Voilà. Tout à fait. Et pour en revenir à ton livre, Ouais. donc là on te voit en train d'écrire, c'est quand même un vrai travail littéraire que tu as accompli en partant chercher ton père, en partant découvrir ce pays, mais sur un autre, tu le connaissais, mais pas sur cet aspect-là. Oui, alors merci beaucoup de parler de travail littéraire. Donc c'est vrai que j'ai aussi beaucoup travaillé l'écriture, qui est partie prenante du processus mémoriel et de recréation, comme je disais. Je voulais absolument éviter. J'avais plusieurs écueils à éviter, si vous voulez, au niveau de l'écriture. Donc d'une part, je voulais pas que ce soit un témoignage brut. Je voulais que ce soit quelque chose qui, de façon peut-être mimétique avec le paysage, reflète un peu la beauté de ce que je voyais et l'émotion de ce que je voyais, éventuellement la laideur aussi, mais voilà, je voulais que ça se transmette, qu'il y ait une transcription. Et donc les écueils que je devais éviter, c'était d'une part celui de la géographie, donc de la vie de saint. Je ne voulais pas que mon père apparaisse comme un saint dont j'aurais tressé des lauriers, vous voyez, c'était pas du tout l'objectif. Je voulais le rendre dans sa vérité, en tout cas telle que je l'aperçois. Peut-être que ma demi-sœur l'aperçoit différemment, peut-être que ma mère l'aperçoit différemment, j'en sais rien, hein, je veux dire, mais moi je voulais surtout pas être dans un éloge insupportable, sirupeux, vous voyez, surtout pas ça. C'était le premier écueil. Et le deuxième écueil, c'est l'orientalisme. Parce que, évidemment, quand on entend parler d'Iran en Occident, on a tout de suite un petit filtre qui se pose sur nos yeux, qui est le filtre de l'orientalisme. Je prends un exemple très concret. Il y a une scène de bain dans ce livre. Et alors, évidemment, si on prend juste le terme comme ça, bain ou hammam en Iran, tout de suite, on a une imagerie, un imaginaire qui arrive, hein, avec des femmes alanguies au bord. On a peut-être un petit peu une idée de harem. Enfin, on a tout un imaginaire culturel comme ça qui arrive, je veux dire, c'est naturel. Et donc, tout le challenge de l'écriture, c'était d'arriver à faire en sorte que même si ce filtre, il était là, il ne se surimpose pas à la scène inédite et unique que moi j'avais vécue. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais entendre, mais Si. L'idée, c'était vraiment que même si on a tous une bibliothèque universelle en nous, voilà, ça sera là, mais je voulais absolument garder la fraîcheur et le côté voilà, unique de ce que c'était. Alors du coup, avec les champs, pour ça, on travaille les champs lexicaux, on travaille la puissance des personnages, pour essayer de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas tout de suite, parce que c'est aussi une facilité, hein. Quand on écrit, il y a un public pour ça, hein, pour les hammams, le côté langoureux, etc. Enfin voilà, j'aurais pu broder là-dessus. J'ai tenté de ne pas le faire, il n'y a pas de loukoum. J'ai tenté de faire autre chose. Oui. Et ça, c'était vraiment un défi au niveau de l'écriture. Voilà. Mais surtout, tu pars à la rencontre quand même de ton père, c'est vraiment ça. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est pas l'Iran, parce que c'est l'Iran, c'est parce que lui était allé là-bas, parce qu'il y a eu Vertige persan avant ce film. Et puis, et après, cette rencontre que tu fais avec Zoré, c'est aussi une rencontre formidable. Enfin, c'est surtout ça, ce livre. C'est ces deux rencontres oui. dont tu sors grandi,
Oui, c'est ce que je ressens en tout cas. Déjà, t'as vaincu beaucoup de peur en fait. Alors oui, ça c'est une certitude, parce que moi j'ai pas les gènes de l'alpiniste, je le dis dans le livre, je suis pas spécialement casse-cou, j'ai vraiment aucun courage particulier, même mes aptitudes physiques ne sont pas spécialement développées, donc j'ai pas d'aptitude au départ, et donc j'ai des peurs, et puis j'ai peur aussi de ce que je risque de trouver et d'éprouver émotionnellement, et grâce à Zoré, je vais au-delà. Et en fait, pour moi, ce qui est intéressant, pour vous, mais c'est à vous de dire, mais dans ce livre, c'est vraiment ce jeu de miroir entre les alpinistes de 56 et nous, les petits alpinistes de 56 et les petites alpinistes de 2021, on va dire. Voilà. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand on était au sommet du trône de Salomon, Zoré, de façon extrêmement délicate, après m'avoir hissé jusqu'à ce sommet, m'a vraiment laissé le champ libre en me disant vas-y, me laissant passer en premier pour aller au sommet, puis étant discrète de façon à me laisser un petit peu vivre mon petit moment au sommet. Donc c'était tout à fait délicat de sa part. Moi j'ai eu beaucoup d'émotions à ce moment-là, effectivement. Et puis ensuite, voilà, je regardais autour de moi et j'ai vu Zoré. C'est la photo, il y a une photo, c'est cette photo-là. J'ai vu Zoré qui déambulait autour et je lui ai dit attends, je te prends en photo, fais un truc. Et on sent là toute. Et elle a fait ça. Et en fait, je peux vous dire que c'est là où je me suis sentie le plus près de mon père. Alors qu'en fait, je suis près de Zoré. Vous comprenez le principe, mais l'idée, c'est que, en fait, et mon père et Zoré, ils venaient de milieux assez traditionnels. Bon, mon père, il a grandi dans les années 40. Il est né en 39, donc il a grandi dans les années 40. Le religieux était présent. C'était pas quelque chose de très émancipant, quoi. Vous voyez. Et elle a grandi dans l'Iran des années 90. Donc c'est deux individus qui viennent d'enfance, qui ne les prédisposaient pas à l'explosion au sommet des montagnes, on va dire, et qui ont arraché, alors lui, mon père, il était complètement anticlérical, il disait que les curés c'était des corbeaux, etc. Elle a arraché son tchador et elle a fait ce qu'elle voulait, et tous les deux, ils sont allés se frotter à la montagne et s'élever à travers la montagne. Et en fait, c'était assez génial pour moi de le retrouver à travers elle, et aussi qu'il y ait cette forme de passage de relais, parce que là, on parle d'une écriture mémorielle. Souvent, dans une autre rencontre avec un autre auteur qui aurait fait cette démarche-là, vous voyez, il va conclure en vous disant « Et maintenant, c'est les enfants qui continuent ». Moi, il se trouve que j'ai pas d'enfants qui continuent. Et sur ces montagnes d'Iran, j'avais malgré tout envie de passer le relais. Et en fait, le relais, symboliquement, c'est à Zoré que j'ai envie de le passer. C'est à Zoré et à toutes ses camarades et à toutes ces filles iraniennes qui maintenant vont gravir les montagnes, ce qui d'ailleurs n'est que justice, parce que l'expé de 56, je les aime éperdument, tous ces personnages, mais il y avait un petit côté, les saïbs vont grimper à l'étranger, vous voyez, et les Iraniens, ils ont un peu suivi, puis ils étaient mal équipés, alors ils sont retournés à Téhéran, et puis après il y avait Norik qui a guidé ceux qui passaient par la voie la plus facile, mais finalement c'était un peu les Occidentaux quoi, qui arrivaient et qui gravissaient, qui faisaient les premières. Et aujourd'hui, ça a changé, c'est différent. Et du coup, c'est un relais un peu plus universel que j'ai envie de passer. Enfin, disons pas à mes propres enfants ou à ma propre progéniture que je n'ai pas, mais du coup, à cette fille-là, aux femmes et à toutes celles qu'elles emmèneront. Voilà. Ouais. Et à tous ceux qui chemineront à leur côté aussi, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Et s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. Oui, pardon si j'ai beaucoup parlé, mais bien sûr, je suis à votre écoute également. Oui. Moi, je pense que c'est une grande victoire pour les femmes de faire ce qu'elle fait. Zoré, oui, tout à fait. C'est une grande victoire parce que elle gagne sa liberté. C'est pas donné. Elle doit avoir une force de caractère. Tout à fait. Et puis des fois, elle flanche et puis elle revient. Et puis voilà, faut pas. C'est parce que parfois c'est très intéressant. Il y a Lucie Azéma qui a écrit un livre là qui s'appelle Les femmes aussi sont du voyage, dans lequel elle revisite la littérature de voyage à l'aune du féminisme. On pourrait le faire avec la littérature de montagne aussi, ça fonctionne un peu pareillement. Et si vous voulez, dans la littérature de voyage et montagnarde de ce qu'il me semble, les femmes qui réussissent, elles sont souvent présentées comme des exceptions. Vous voyez,
Catherine Destivelle, Lydia Bradley, d'autres, etc. Alors qu'en fait, tout l'enjeu, c'est aussi de dire, il n'y a pas que les femmes, enfin, ce ne sont pas des femmes qui ne sont pas des femmes qui le font, ce sont des femmes qui sont bien des femmes et des femmes qui pourraient être des femmes ordinaires. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais c'est une invitation à tout un chacun et à toute une chacune, non, je ne vais peut-être pas féminiser, ça fait un peu lourdin quand même, à y aller aussi, vous voyez. Donc oui, femme exceptionnelle, comme beaucoup de femmes peuvent l'être, si elle se révèle. Et puis, femme qui n'est pas du tout dans un féminisme revanchard, je tiens à le préciser aussi. Je veux dire, elle a eu des compagnons de cordée qui étaient des hommes. La personne qui m'a présenté à elle pour que nous formions cette cordée dans laquelle il y avait une telle sororité, c'est Ali, donc c'est un homme, je tiens à le préciser. Moi, on parlait de littérature de montagne, moi, ceux qui m'ont accompagnée dans l'écriture de ce livre, qui m'ont donné confiance en moi et qui m'ont fait confiance pour le livre, le premier, c'est Christophe Rella, en fait, qui m'a dit, après avoir lu ce que j'écrivais, pas ce texte-là, mais d'autres textes, tu es une autrice, vas-y, écris et aie confiance en toi. Et puis ensuite, a pris le relais, Isabelle Parent et Charlie Buffet, qui m'a excellemment accompagnée dans l'écriture. Donc c'est un féminisme inclusif, le féminisme dont nous parlons, bien sûr. Mais si je peux dire, Ali est exceptionnellement féministe. Oui, tout à fait. Pour un Iranien. Voilà, après moi j'ai de la famille iranienne, vous voyez, donc j'ai aussi quelques autres références, mais vous avez raison, Ali est le prince de l'Iran. En quelle langue? Les sommets d'Iran. Alors, en anglais, puisque deux raisons à cela. Première raison, je ne parle pas le persan, mais pourquoi donc, depuis que je m'intéresse à l'Iran, est-ce que je ne parle pas le persan? Alors, il y a deux raisons. Et famille iranienne bilingue qui parle français, et surtout personnage incroyable de ma cousine iranienne, qui est mon interprète. Et en fait, plusieurs fois, j'ai fait des tentatives pour m'inscrire à une université d'été à Téhéran, etc., pour apprendre le persan. Et je sentais une réticence de sa part, et puis finalement je sentais aussi une réticence de ma part, parce que ça lui enlevait son statut d'interprète et d'intermédiaire obligé entre moi et la société iranienne en réalité. D'interface. Ouais. Voilà, d'interface. Et du coup, il y a quelque chose d'affectif qui s'est joué là, qui fait que je n'ai pas encore appris le persan. Par ailleurs, par exemple, quand j'avais souhaité faire des stages en Iran, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu... Enfin, voilà, j'ai une famille qui est ce qu'elle est, vous pouvez la découvrir dans la paupière du jour, qui est aussi un petit peu des craintes, et on peut le comprendre. Là, il y a 7 otages français en Iran, c'est pas du tout le temps, mais donc ils ne souhaitaient pas forcément que j'aille dans les universités où ça bouillonnait le plus, etc. Donc voilà, première chose, moi je ne parle pas persan, même si j'espère avoir l'opportunité de l'apprendre un jour. Ce sera sans doute à moi de la déclencher, cette opportunité. Et elle parle excellemment anglais, ce qui n'est pas le cas de tous les Iraniens, puisque en Iran, dans le système étatique, en tout cas dans le système fait par le ministère de l'Éducation, l'Iran est encore perçu comme un peu la langue du grand Satan américain, et donc c'est très mal enseigné. Alors, il faut complètement nuancer, parce que dans toute la classe moyenne, les parents font tous donner des cours particuliers à leurs enfants, et l'anglais est en bonne place parmi les matières enseignées au premier chef dans les cours particuliers. Donc il y a des tas d'Iraniens qui parlent anglais grâce à leurs propres efforts, plutôt que grâce à l'éducation telle qu'elle est dispensée dans le public, vous voyez. Et dans la bourgeoisie iranienne, on parlait le français. Oui, mais c'est très passé. Oui, tout à fait. C'est passé. Tout à fait. Quand même. Et Zoré, donc, elle a vraiment, pour le coup, comme elle vient d'une famille très traditionnelle, elle n'a pas eu de cours particuliers du tout, mais elle a appris elle-même, à nouveau, comme le ski de randonnée, grâce au tuto de YouTube, et elle parle donc excellemment anglais. Donc voilà, nous parlions comme ça. Est-ce que je peux vous poser une question sur Zoré, son statut de guide de montagne en Iran? Donc elle a le droit d'exercer en Iran. Étant une femme, elle a le droit d'être guide de montagne. Tout à fait. Oui, oui. Oui, alors il faut aussi... donc l'Iran... Par exemple, là, elle n'a pas le petit manteau traditionnel. Et mais on n'a jamais ça en montagne. Absolument jamais. Absolument jamais. Alors là, vraiment... et même en bas, dans les... Attendez, j'essaie de... lire le passage là où tu dis... À quel moment est-ce qu'on se change alors? Attends. Eh bien, regardez, là, par exemple, je vous donne juste un exemple sur l'image, si vous voyez. Donc ça, c'est Toshal, donc c'est tout près de Téhéran. Donc là, c'est une station du téléphérique derrière nous. Et en fait, là, on est un peu près du téléphérique, donc on remet un foulard comme ça vite fait, et une casquette, voilà. Et puis après, on s'éloigne dans la montagne et on enlève. Vous êtes en pantalon? Tout à fait, on est en pantalon. C'est le loupouche, ça s'appelle, le petit manteau. Non, mais je suis allée en Iran aussi grimper, donc c'est pour ça que je vous demande. Ah oui. Nous, on fait attention par contre. Alors,
En fait, oui, bien sûr. Bah, tout dépend comment on est accompagné. Après, moi, j'ai déjà une certaine connaissance du coup de l'Iran, donc je sais combien ça peut être souple en réalité. Enfin, tout est une histoire un petit peu de feeling. Elle me guidait très bien. Et ça, je me permets de réagir aussi sur cette histoire de foulard, parce qu'aujourd'hui, on voit passer plein d'images sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'en vois passer plein de femmes sans foulard dans les centres commerciaux ou de femmes en maillot de bain près des piscines, etc. Il faut juste préciser une chose, c'est que là, c'est pas juste d'un coup depuis septembre en fait. C'est une évolution au long cours. Moi, par exemple, j'étais en 2021. Je peux vous dire qu'il y avait déjà plein de filles dans la rue, évidemment, plutôt dans les grandes villes, plutôt dans les quartiers aisés, qui tombaient le foulard. Je veux dire, c'est quelque chose qui se fait vraiment au long cours, quoi. Voilà. Pour ce qui est du foulard. Après, quand on y va et qu'on n'est qu'entre Français, on a la trouille, on veut vraiment respecter la règle comme ça. Bon, espérons qu'un jour ou l'autre, plus personne n'aura besoin de le mettre, sauf s'il le souhaite. Voilà. Mais Surat Ami, ça a commencé où les femmes, alors elles portaient toujours le roupouche là, à mi-cuisse avec les jeans, etc. Mais elles portaient les foulards avec très maquillés, avec les cheveux très relevés, les cheveux qui sortaient derrière et juste le foulard mis comme ça par-dessus. Tout à fait. C'est comme ça que ça a commencé à Tout à fait. évoluer. Et ça s'est poursuivi, et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, Donc espoir. À l'époque, quand on partait en montagne derrière Téhéran et qu'on allait marcher, c'était le truc, c'est-à-dire qu'on partait habillé, et puis dès qu'on arrivait à une certaine altitude où c'était plus, voilà, où il n'y avait plus personne pour vous surveiller, alors là, tout à fait. Voilà, on enlevait les... Ben, c'est toujours comme ça, encore un petit peu plus aujourd'hui. Après, on va voir comment là il va y avoir, enfin la réaction qu'il va y avoir, puisqu'en ce moment on est dans un moment de grande tension. Voilà. Ouais. Émilie, Ouais. quelle est la place de la culture outdoor et de l'alpinisme en Iran ? Alors, je pourrais répondre pour ce qui est de la montagne, des sports aériens, parce que donc elle est best jumpeuse aussi, Zoré, et elle voudrait aller faire de la wingsuit depuis qu'elle a en fait guidé Géraldine Fasnard, grande wingsuiteuse suisse, qui était venue en Iran au festival de Bisoutoun. Donc depuis qu'elle l'a guidée et qu'elle l'a vue là descendre en quelques secondes de suspens extrêmement élégant dans l'air, elle n'a qu'une envie, c'est de faire pareil. Donc elle a fait du parachute, elle fait maintenant du base jump, et un jour on y croit, elle fera de la wingsuit. Donc je peux répondre pour la montagne, pour les sports aériens, et un peu pour la plongée, puisqu'elle pratique aussi la plongée. C'est une échappée. Alors tout le monde ne pratique pas, c'est une certitude, c'est tout de même moins pratiqué qu'ici. Mais malgré tout, il y a un réel public. Et ce qu'il faut dire, c'est quand même Téhéran est entouré de montagnes. Donc le terrain est propice, en fait, à l'outdoor. Il y a eu, alors peut-être on peut revenir un peu en arrière, à l'époque du Shah, donc sous la monarchie. Le Shah, il avait amorcé une volonté. Il y avait une volonté de modernisation qui passait aussi par ça. Donc il avait envoyé un sportif devenu alpiniste qui s'appelait Gilanpour à l'ENSA, donc l'école nationale de ski et d'alpinisme, pour se former. Donc Gilanpour, en bon petit soldat, s'était formé, il était rentré en Iran, il avait du coup formé plein d'autres personnes, une fois, voilà, tout s'était transmis. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de l'alpinisme iranien. Et puis ensuite, il y a eu plein de personnes qui ont participé à ce mouvement. Il y a Ibrahim Notage, qui fait partie des gens que je remercie aussi pour ce livre, hein, qui est membre du groupe militaire de haute montagne, du groupe de haute montagne, de GHM, excusez-moi. Qui lui a aussi beaucoup œuvré à développer l'alpinisme en Iran. Et puis aujourd'hui, il y a la Fédération iranienne de la montagne qui m'a invitée, qui est toujours là. Donc il y a une tradition de l'outdoor en devenir, je dirais. Mais peut-être que tu permets que je pose la question à Ali en anglais. Ali, maybe I don't know if you understood. I can translate. If you want. I understand a little bit. Okay. If you want to Okay. clarify, yeah. Thank you. So Pierre is just asking me, what about the outdoor sports in Iran today? Yeah. Is it a lot practiced or not? Is it what? Is it practiced by many people? Oh, Or? yeah. Oui, c'est très pratiqué. It's a great trend. Many girls involved also. Et beaucoup de filles sont Rock climbing, impliquées. Ski, as you said, plongée. L'escalade, le ski, la plongée. The ski touring. Le ski de rando, yes, voilà. And many expeditions, of course. Many girls Et have been du in temps du Himalaya. Shah, Et ils font beaucoup d'expéditions. Tout à fait. Expeditions, Ouais. Mais c'est une forme de Ils résistance. ont installé
Tout à fait. Pomagalski, je pense que c'est Pomagalski, ils ont installé les remontées pour aller skier sur le Totschal derrière. Bien Il y a sûr, toujours- alors les remontées Et ça, mécaniques, il y en a ça toujours. été formidable. Hein. tout à Et fait. puis il y en a Alors, d'autres on la voit à dans quoi, Dizine, partout. Alors là, c'est une télécabine à Tochal, justement, tout à fait. Voilà. Donc c'est les vieilles C'est télécabines, ça. en effet, qui datent de l'époque du chat et qui auraient bien besoin d'être renouvelées. Après nous, ça nous fait un petit rappel nostalgique, là. Voilà, Mais ça, c'était génial parce que ça a fait découvrir à plein de gens la haute montagne. Voilà. Hein. Après, si aujourd'hui on veut mettre d'autres remontées mécaniques, peut-être qu'il faudrait le réfléchir aussi à l'aune de ce qu'on sait maintenant sur comment installer les remontées mécaniques de façon à ne pas tout foutre en l'air. Mais Mais en tout cas, Je ne sais pas si quelqu'un d'autre que moi était à l'époque du chat en Iran. Moi j'avais 24 ans et j'ai traversé l'Iran en stop sous le chat. Et je peux dire que c'était rétrograde à souhait. Je me faisais lancer des cailloux partout où je me promenais, à Tabriz comme à Téhéran ou à Meshhad. Je n'avais pas le droit de rentrer avec mon compagnon et de manger dans la même salle de restaurant. Je devais manger de l'autre côté. Donc c'était peut-être réservé à l'élite. oui, tout à fait. Mais le pays ne profitait absolument pas de ça. Et c'était terrible. Donc c'est ça aussi qui a fait penser cet espoir. Moi j'habitais à côté de Neaufle-le-Château quand je suis rentrée. Donc on avait l'ayatollah qui était là et c'était soi-disant celui qui allait sauver. Ça a été encore pire. Mais à l'époque, moi j'étais là-bas en 75 et 76, c'était terrible. Bien J'ai sûr. traversé, je suis partie de la porte d'Orléans de Paris à pied et je suis arrivée un an après en Inde et au Népal, comme faisaient beaucoup de gens à l'époque et de jeunes, avec mon compagnon. Mais la traversée de l'Iran a été pour moi en tant que femme, mais même pour lui, atroce, qui nous a fait qu'on a traversé très vite. Alors que quand on est arrivé par exemple après en Afghanistan, là, il n'y a jamais eu le moins. C'était un pays aussi régi par l'islam. Et là, il n'y a jamais eu, avec des choses terribles, mais des choses tellement merveilleuses et formidables. C'était bien avant Oui. la guerre avec les Russes, c'était bien avant que le mot taliban n'existe. Et là, on y a passé, on pensait le traverser, on y est resté 3 mois, tellement c'était extraordinaire. Donc, l'Iran de l'époque du Shah, c'était Merci pas beaucoup. marrant. Merci beaucoup de cette précision. C'est vrai que moi, ma tante y était aussi à cette époque-là, hein, donc elle m'en parle tout le temps. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est particulièrement important de nuancer. On est bien d'accord, la République islamique a redoublé de violence et de comportements sanguinaires envers sa population, mais à l'époque du Shah, il faut pas. Enfin, là, le mouvement de révolte qui est en route, c'est pas pour revenir en arrière, hein. C'est pour aller en avant, on est bien d'accord. Et je pense que c'est particulièrement important de s'en souvenir aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a différentes factions là dans l'opposition en ce moment à la République islamique. Il y a des royalistes, hein, il y a le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui vit depuis 43 ans en exil aux États-Unis, qui se positionne. Voilà, alors serait-il... Alors, on ne va pas l'accuser des maux de son père, évidemment, hein, chacun, ce sont des individus, bien entendu, mais je pense que c'est important, en effet, de nuancer, vous voyez, cette opposition entre l'Iran de la République islamique et l'Iran du Shah, puisque, effectivement, l'idée, c'est maintenant d'aller vraiment vers autre chose.